TVC Basse-Lièvre est fier de s'associer à InMedia, l'info de la Basse-Lièvre, pour vous présenter TVC Info. Bonne émission. Cette semaine à TVC Info, l'heure des grandes décisions à Sony pour plusieurs municipalités. On en parle avec Yannick Boursier. On parle aussi tourisme avec Jessie Laflamme et on démystifie le CELIAP avec Marc-André Todd-Parent. Bonne émission. Et comme à l'habitude, on va retrouver Yannick Boursier pour parler des nouvelles de la région. Et il y en a beaucoup cette semaine, des nouvelles et des nouvelles très importantes. Et premier sujet, on parle beaucoup de l'arrivée d'un futur projet de 2 glaces dans l'Est. Mais on pourrait voir quelque chose de différent, Yannick. Qu'est-ce qu'il y en est? Bien, c'est le conseiller de Masson AG, Mario Aubé, qui veut qu'on ait une vision un peu différente du projet. On sait, dernièrement, il y a 2 semaines, si je me rappelle bien, la Ville a présenté son plan pour les infrastructures et on a dit qu'on voulait avoir des pôles sportifs un peu partout et essayer de maximiser les emplacements qu'on allait choisir pour mettre beaucoup de sport pour répondre aux besoins de plus de personnes en même temps. Donc, Mario B, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'on a un projet maintenant du côté de l'est de la ville pour faire 2 glaces qu'on sait depuis longtemps. Mais pourquoi qu'on ne regarde pas plus loin, qu'on ne regarde pas qu'est-ce qui pourrait être fait d'autre sur le même emplacement? Pourquoi qu'on n'a pas une vision pour regarder les sports qui pourraient être intéressants à plus long terme dans 5, 10, 15, 20 ans et qu'on n'ajoute pas ces projets-là pour faire un complexe un peu plus perfectionné et avoir justement ce pôle sportif-là du côté de l'Est de Gatineau. Et qu'est-ce qu'on pourrait ajouter de plus comme sport? Bien, pour le moment, il n'y a rien d'avancé. Il lance des idées. Il sait que présentement, des sports comme le pickleball, entre autres, est en croissance un peu partout au Québec. Il a lancé des idées comme une piste d'athlétisme, que ce soit intérieure ou extérieure. Elle est utile autant pour les athlètes, mais aussi pour les gens qui viendraient juste marcher à un endroit où ça serait quand même assez bien aménagé. Donc, ça, c'est une idée. Ça peut être du volleyball, ça peut être des infrastructures intérieures comme des infrastructures extérieures qui se grefferaient à un centre sportif là, où il y aurait les 2 glaces. Donc, tout est possible, tout est sur la glace. Il lance l'idée, il souhaite qu'on en parle. Et là, l'emplacement qu'on parle pour le projet de 2 glaces est quand même assez, je dirais, avantageux pour ce genre de projet d'ajout aussi d'infrastructures. Oui, bien, c'est un autre élément que Mario B relève dans sa réflexion. C'est que présentement, on sait qu'il y a un projet qui a été déposé par le Centre de services scolaires Cœur des Vallées pour pouvoir obtenir du financement pour un projet de 2 glaces derrière Hormidas-Gamelin. La Ville a donné son accord comme quoi qu'ils accepteraient d'être partenaires si le projet se faisait. Donc, le terrain qui est là, qui est disponible, il est vaste. Et aussi, autre chose, c'est qu'il n'y en a pas énormément de terrain disponible non plus dans la ville de Gatineau en ce moment pour faire des infrastructures. Donc, pourquoi ne pas profiter de ce terrain vaste-là pour pouvoir justement aménager tout un pôle sportif autour de l'école? Il y a déjà une piscine qui est là, il y a déjà aussi un terrain synthétique. Et il a aussi lancé l'idée donc du dôme sur le terrain synthétique. On sait que c'est un projet qui a été longtemps dans les cartons aussi. Donc, il lance cette idée-là aussi d'inclure ça dans cette réflexion-là. Donc, l'avantage aussi, c'est qu'on sait qu'en juin, la Ville va se pencher sur l'aspect financier de ce plan d'infrastructure-là. Donc, ça donne encore un peu de temps pour regarder s'il y a quelque chose, parce qu'on ne veut pas retarder non plus le projet de 2 glaces, mais il estime que dans la réalité d'aujourd'hui et de demain, un projet de 2 glaces, c'est peut-être plus ce qu'on a besoin du côté de l'Est de Gatineau. Autrement dit, joindre l'utile à l'agréable, mais tout ça a un coût, évidemment. Une autre chose qui a un coût aussi, c'est à l'Ange-Gardien. On a récupéré Chamboisé, mais là, il y a des infrastructures qui sont là et il faut falloir faire en sorte que ces infrastructures-là soient conformes et ça coûte de l'argent. Oui, bien, on sait que la municipalité de l'Ange-Gardien, depuis plusieurs années, travaille sur un plan de développement pour faire de Chamboisé un site touristique d'envergure. On veut installer notamment un sentier des arts. On veut aussi avoir une scène
pour faire des spectacles. On veut que ça devienne un endroit touristique. Et un des éléments qu'on veut avoir, c'est de la restauration et on souhaite installer quelque chose dans la grange qui est sur le site. Par contre, en faisant le travail pour préparer ce projet-là, la municipalité a vu que la grange n'est vraiment pas en bon état en ce moment. Et donc, on est en train de se questionner sur comment on va pouvoir faire un projet en conservant cette grange-là. Et on ne semble pas être en mesure de le faire. On a encore du questionnement. La décision finale n'est pas prise encore, mais on se questionne beaucoup sur est-ce qu'on va être capable de garder la grange? Et là, pourquoi on envisagerait une reconstruction plutôt qu'une démolition, une construction neuve? Bien, c'est ça, on veut reconstruire, on veut en fait enlever celle qui est là pour en refaire une semblable, si c'est l'option, bien sûr, parce que comme je disais, il n'y a pas de décision finale, mais si c'est l'option, on veut en faire une autre semblable. C'est simplement que les coûts pour la maintenir en état, présentement, sont vraiment élevés selon les évaluations que la municipalité a obtenues. Et comme on dit, on veut faire de la restauration et on veut s'assurer avec la restauration que ça soit en très, très bon état. On ne peut pas mettre un restaurant ou une microbrasserie comme c'est le projet qu'on souhaite dans cette grange-là en ayant peur qu'il y ait quelque chose puis que ça s'effondre. Donc, on ne veut pas prendre de risques, on veut avoir quelque chose de solide. Donc, c'est pour ça que présentement, l'évaluation est faite pour voir si on refait cette grange-là. Et là, il y a des démarches à suivre. C'est quoi les prochaines démarches? Bien, au dernier conseil, au début du mois, le conseil a donné un mandat à une firme pour qu'il fasse une étude de faisabilité justement des coûts de cette reconstruction-là. Donc, une fois qu'on va avoir ces chiffres-là, la Ville va avoir quand même toutes les informations puis va pouvoir prendre la décision finale là, pour voir qu'est-ce qu'ils font avec la grange. Et on a hâte de voir ça, justement, à voir combien ça peut coûter, parce qu'on sait que revigorer un aspect patrimonial d'une grange comme celle-là, surtout si elle n'est pas en bon état, eh bien, ça peut coûter très cher, surtout avec le prix des matériaux présentement. Et donc, on a un autre sujet aussi qui est très important. Et les gens qui n'ont pas accès à un médecin de famille vont pouvoir avoir quelque chose pour essayer d'en avoir un finalement. Oui, c'est un nouveau guichet d'accès à la première ligne qu'on appelle un GAP. Ça a été lancé dernièrement par le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais. Donc, le GAP, justement, s'adresse aux gens qui n'ont pas de médecin de famille, mais qui sont inscrits au guichet d'accès aux médecins de famille. C'est le guichet qui vous met dans la liste d'attente, si on peut dire, pour avoir un droit d'avoir un médecin de famille. Donc, ce guichet d'accès-là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va vous donner l'opportunité d'avoir accès à un professionnel. Donc, selon le besoin, les gens vont pouvoir contacter et soit ils vont avoir accès à un médecin ou à un autre professionnel parce que ça peut être un besoin qui va vers un pharmacien, entre autres, ou vers un autre professionnel de la santé. On avait testé ce projet-là du côté du Bas-Saint-Laurent, comme m'expliquait, et à peu près 50% des cas n'étaient pas pour des médecins, étaient pour d'autres professionnels. Donc, c'est un peu ça. On a des ententes avec certaines personnes. Donc, les gens vont pouvoir être dirigés vers une bonne personne pour avoir accès à des soins s'il arrive quelque chose. Et comment on fait pour y avoir accès justement à ce fameux guichet qui semble révolutionner la chose? Bien, comme je disais, il faut être inscrit présentement au guichet d'accès pour les médecins de famille parce que c'est vraiment ces gens-là qui sont touchés. On parle à peu près de 35 000 personnes en ce moment en Outaouais. Donc, les gens sont inscrits là. Ils vont se faire transférer. Ils vont se faire envoyer une lettre qui vont leur dire comme quoi qu'ils vont avoir accès à ce guichet-là. Donc, si les gens ne sont pas inscrits au guichet, mais qu'ils le fassent, qu'ils aillent s'inscrire rapidement. Et en plus aussi, si les jeunes sont inscrits, mais ils ont eu des changements dans leur niveau de santé, mais qu'ils aillent faire les changements parce que ça peut influencer aussi sur les prochaines étapes pour l'entrée du GAP. Effectivement, est-ce qu'ils ont d'autres démarches à faire aussi? Oui, c'est ça, parce que présentement, comment que ça va fonctionner, c'est que ça va y aller par priorité. Quand les gens sont inscrits au guichet pour les médecins de famille, on leur donne une certaine priorité selon différents critères, l'âge, les problèmes de santé, tout ça. Donc là, présentement, ce qu'on nous dit, c'est que les priorités les plus grandes, les A et B, ont été avertis comme quoi qu'il y avait accès à ce gap-là.
On disait que les priorités C, c'était possiblement cette semaine là, que les lettres allaient partir pour les avertir. Et les moins grandes priorités, donc les D et les E, ça va être dans les prochaines semaines. On s'attend à ce que d'ici septembre, tout soit fait. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'inscrire premièrement et de s'assurer aussi que votre priorité est la bonne s'il y a eu des changements dans votre santé. Et là, s'il y a eu, on parlait tantôt de priorité pour des municipalités, bien là, Tursault aussi va devoir prendre des grandes décisions en ce qui concerne ces infrastructures. Qu'est-ce qu'est la situation présentement à Tursault? Oui, bien, il va y avoir des grandes décisions à prendre et en particulier pour l'aréna de Tursault, il y a des investissements importants qui sont nécessaires pour l'aréna, pour la maintenir, pour avoir une prochaine saison. Donc, la municipalité va faire une rencontre, un lac à l'épaule, le 25 avril prochain pour parler des infrastructures et en particulier de l'aréna et de la bibliothèque, entre autres. Et un des sujets donc, qui va être à l'ordre du jour, ça va être le fameux centre multifonctionnel qui devait se faire il y a quelques années, qui était une reconstruction d'un aréna avec d'autres services. Donc, on n'est plus trop sûr si on va aller vers ce projet-là. On est en train de regarder qu'est-ce qui peut être fait d'autre, qu'est-ce que la municipalité pourrait offrir d'autre et s'il y a des ententes qui sont possibles avec d'autres arénas dans le secteur, notamment avec le Deux Glaces qu'on parlait tantôt, qui est projeté du côté d'Ormidas-Gamelin. Tursault a donné un appui à ce projet-là hier, donc, et discute avec Gatineau pour voir s'il y a des possibilités de pouvoir faire une entente. Donc, ils veulent regarder s'il y a d'autres offres qu'on peut faire. Ils veulent toujours faire un centre multifonctionnel, mais avec peut-être d'autres services qui ne sont pas disponibles dans le secteur et qui seront intéressants pour les citoyens. Donc, autrement dit, pas dédoubler les services d'une ville à l'autre, finalement. Exact. Eh bien, c'est à voir, Yannick. C'est un dossier qui va se terminer dans quelques temps. C'est pas demain la veille, c'est pas coulé dans le béton, comme on dit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et on retrouve Jessie Laflamme. Bonjour, Jessie. Bonjour, Sylvain. Écoute, ça sent le printemps. On voit à l'extérieur, les bourgeons commencent à sortir, la température commence à monter. Il y a beaucoup de choses à faire dans la petite nation présentement. Oui, effectivement. Et d'entrée de jeu, j'aurais envie de vous dire qu'une visite aux chutes de Plaisance à ce temps-ci de l'année, c'est un incontournable. La crue des eaux, la fonte des neiges donne un spectacle tout à fait extraordinaire. Juste le bruit, Sylvain, est tellement assourdissant. C'est là qu'on voit toute la force de la nature. Et ça tombe bien parce que le site des chutes est ouvert depuis le 2 avril pour les fins de semaine. Et il y a la chance de pique-niquer sur place. Et en plus, on retrouve les vestiges là, du village Nord National Mills qu'on a retrouvé à l'époque au site des chutes. Et donc, il y a des panneaux d'interprétation là, pour en apprendre un peu plus sur ce village. Donc, un spectacle incroyable du côté de Plaisance. Et aussi, on peut aller à la ferme Briley qui est ouverte depuis le 2 avril, oui. Oui, ben, on a des grandes fins de semaine qui s'en viennent. Donc, pourquoi ne pas en profiter pour bien manger? La ferme Briley, c'est 5 générations qui s'occupent de cette ferme. C'est du bœuf nourri à l'herbe, donc un produit de très grande qualité. Et la boutique est ouverte les vendredis et samedis depuis les 1er et 2 avril. Donc, et là, c'est parti pour tout l'été, pour le reste de l'année. On peut retrouver différentes boîtes déjà préparées. Aussi, on peut retrouver différents mets cuisinés sur place. Toujours un endroit très agréable. Les propriétaires sont très sympathiques aussi. Donc, petite visite du côté de Tursault. Et si on a envie de se vêtir maintenant, on peut aller le faire et on peut encourager l'environnement aussi. Oui, tout à fait. En fait, du côté de Ripon, on a la boutique Deuxième Chapitre qui a ouvert ses portes le 5 avril dernier et en fait qui consiste à une friperie et bouquinerie. Bouquinerie parce que c'est un organisme à but non lucratif dans le fond Deuxième Chapitre et ils vendent évidemment, oui, livres usagés. Il y a même une section pour les ados. Éventuellement, il y aura des ateliers même là, de lecture ou différentes activités. Le site est situé au manoir de Ripon, qui est l'ancien presbytère de Ripon. Donc, situé tout juste à côté de l'église. C'est un très grand bâtiment. On retrouve le Deuxième Chapitre, mais on retrouve éventuellement le Café des Orties, qui est un organisme à but non lucratif, lui aussi, qui va mettre de l'avant les producteurs locaux. Donc, toute une synergie alentour de ce bâtiment-là. Et ça me fait penser, on parle de bouquins, on parle de livres. Eh bien, il y a le festin de livres qui s'en vient du côté de Papineauville le 23 avril prochain. On reste toujours dans la thématique enfant d'une certaine façon avec un spectacle de marionnettes
qui va être présenté à 11h, qui est mis en scène par Marilyn Verret, qui est en fait une fenêtre sur l'espoir. C'est une histoire un peu dramatique, mais très touchante et teintée d'humour et expliquée de façon très simple. Il y aura aussi les gagnants du concours « Je me fais mon scénario » qui vont être dévoilés en après-midi, donc à 13h. Il y aura la diffusion du gagnant du vidéo court-métrage qui a été... c'était une première fois cette année, le Centre d'action culturelle faisait tirer... en fait, le gagnant pouvait réaliser son court-métrage. Ce sera intéressant. donc... oui, c'est très intéressant et j'ai très hâte de voir parce que ça s'appelle « Les jujubes de la dernière chance ». Qui a été écrit par Andréane Gagnon-Lacombe de Ripon. Donc, on reste dans la thématique et la journée va se terminer avec un 5-7 où on va parler avec 3 auteurs, donc Blaise Nadler, Maureen Martineau et Mishka Lavigne, sur les droits d'auteur, justement, comment on fait une adaptation cinématographique. Donc, tout ça pour dire que c'est une belle journée, le Festin de livres qui est prévu le 23 avril du côté de Papineauville. Mais pour revenir, oui, vas-y, Sylvain. On revient aux vêtements, oui. Oui, justement, je t'avais quand même écouté. Pour revenir aux vêtements, oui, il y a 2e chapitre là, du côté de Ripon, mais on a aussi du côté de Saint-André-Avelin la boutique Renouveau, qui est particulière parce qu'elle est tenue, en fait, ce sont des participants de l'atelier de formation socio-professionnelle de la Petite Nation qui s'occupent des vêtements et de l'accueil et de la logistique, bref, de l'endroit. En fait, il s'agit d'un plateau de travail parce que ce sont des gens ayant des limitations fonctionnelles. Donc, c'est eux qui s'occupent de la boutique. On y retrouve vraiment des vêtements neufs. On en retrouve des usagers aussi et aussi des créations originales réalisées par les participants, dont des vitrails, des chandails même personnalisés. Donc, ça se trouve du côté de Saint-André-Avelin. Dans le même village, on a aussi le service de vêtements Petite Nation qui vient tout juste de s'installer dans l'ancienne salle de quai, donc très grand bâtiment. On y retrouve notamment ces temps-ci des manteaux de printemps. Il y a même une section enfants. Donc, pendant que parents magasinent, l'enfant s'amuse. On a aussi beaucoup de robes de graduation pour les finissants qui s'en viennent, robes de mariée aussi pour ceux dont le grand jour s'en vient. Donc, ça, on y va vraiment plus dans les vêtements usagés. Côté vêtements neufs, on a la boutique équestre et oui, évidemment, il y a tous les accessoires pour chevaux. Le nom le dit. Aussi, oui, c'est ça. Mais il y a aussi accessoires pour cow-boy, donc chemise et bottes. Et on a pour les enfants aussi Bébé Lion à Saint-André-Avelin qui offre des vêtements pour enfants. Mais il n'y a pas juste à Saint-André-Avelin qu'on peut se vêtir quand même. On peut aller J'imagine. On peut aller aussi du côté de Montebello, où est-ce qu'on retrouve la boutique Lorraine, qui est vraiment, on a parlé beaucoup d'usagers, tout ça. Là, c'est tout le contraire. C'est du nœud, c'est du tendance, c'est du très chic. C'est vraiment les dernières couleurs, les dernières modes. Donc, la boutique Lorraine à Montebello, et on retrouve vraiment de tout pour se vêtir. Et il y a aussi la boutique Friperie chez Marie-Jo, qui est aussi à Montebello. Là, on revient vraiment dans les vêtements seconde main. C'est l'écologie aussi, effectivement. C'est pour ceux qui veulent favoriser l'environnement. Donc, c'est aussi à Montebello. Et elle aussi, elle a des crochets, des articles faits au crochet, donc des petites lavettes. Donc, très intéressant de ce côté-là aussi. Et j'aurais envie de finir ça aussi avec, il y a la 148 en folie qui s'en vient, Sylvain, pour les amateurs de produits là, recyclés, vente de garage. En fait, c'est la plus grande vente de garage qui va se dérouler le 21 et 22 mai prochain. Je vous en parle tout de suite parce que je sais que c'est un événement qui fait beaucoup jaser. Et ça se déroule en fait sur la 148, comme le nom le dit, et ça part de Masson-Angers jusqu'à Grenville-sur-la-Rouge. Donc, plusieurs ventes de garage partout sur le territoire, mais aussi des activités spéciales qui vont être organisées dans certaines municipalités. Donc, il y a beaucoup de kilomètres à couvrir, justement, si on veut voir toutes les ventes de garage, toutes les ventes sur la 148. De Grenville à aller jusqu'à Masson-Angers, on parle de 80 kilomètres, pas loin. Ah, quand même, à peu près, oui. Fait que c'est la programmation là, devrait être dévoilée là, sous peu, là, tous les détails pour chaque village, mais oui, il y a quand même beaucoup de kilomètres là, à parcourir là, pour cette belle fin de semaine. Bien, je te remercie beaucoup, Jessie. Et on va se tenir au courant justement pour la vente sur la 148. Merci encore une fois et on se reparle dans quelques semaines. Merci.
et on démystifie le CELIAP avec Marc-André Todparent. Bonjour Marc-André. Salut Sylvain. Écoute, on connaît le CELI, mais le compte d'épargne libre d'impôt. Mais qu'est-ce que le CELIAP? Est-ce que c'est dans le même principe? C'est un peu dans le même principe. Puis en fait, initialement, j'ai hésité un peu avant d'en parler aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est même pas disponible encore. Ça vient tout juste de sortir dans le nouveau budget fédéral là, qui est sorti la semaine dernière. Puis ça devrait être actif pour 2023, pour l'année prochaine. Mais puisque dans les dernières chroniques que j'ai parlé du REER, des CELI, puis du RAP, surtout dans la dernière chronique, je trouvais que c'était drôlement intéressant là, de suivre sur ce sujet-là, puis de parler un peu du CELIAP, qui est en fait le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. C'est ce que ça veut dire, le CELIAP. Fait que dans le fond, c'est un compte. C'est un compte de placement libre d'impôt qui a été créé spécialement pour aider les gens à économiser pour faire l'achat d'une première, ça c'est un mot bien important, une première propriété. Donc, ce n'est pas la première fois, par contre, qu'on essaie ce genre de régime-là. Non, c'est sûr, parce que si on regarde de 1974 à 1984, il y avait un compte qui existait, qui était similaire à ça, qui s'appelait le régime enregistré d'épargne logement, qui a été annulé en 1984. C'était pour acheter une première maison, puis un petit côté drôle aussi, on pouvait acheter des meubles avec ça. On pouvait retirer les montants libres d'impôt pour acheter des meubles pour notre maison qu'on avait déjà. C'est quelque chose comique, mais bref, pour revenir au CELIAP, c'est important tout ce qu'on va discuter aujourd'hui, là, prendre ça avec un petit bémol, parce qu'évidemment, le texte de loi n'a pas été fait encore. Fait qu'il y a des choses qui pourraient changer un peu, puis dans le fond, ce n'est pas si maté, là. Mais quand on parle de CELIAP, en fait, je vais essayer de faire un peu de parallèle aussi avec les dernières chroniques, parce que tu sais, démystifier entre un CELI et un RAP, qu'est-ce qui est mieux. En fait, un peu ce qu'on entend dans l'industrie aujourd'hui, c'est que ça se pourrait que le CELIAP pourrait même venir à remplacer le RAP qui existe avec les REER, parce que, bottom line, c'est juste un meilleur outil pour faire une mise de fonds pour une maison. Mais le CELIAP, en fait, on aurait une cotisation maximale de 8 000 qu'on pourrait mettre par année dans ce type de compte de placement-là. Et puis, comme un REER, les montants cotisés sont déduits du revenu gagné dans l'année. Fait que dans le fond, on vient qu'à payer un peu moins d'impôts qu'on était supposé, ce qui est toujours le fun. Puis en parlant du revenu, c'est important de mentionner aussi que pour le CELIAP, on n'a pas besoin d'avoir de revenus gagnés. Fait que quelqu'un pourrait ne pas avoir de revenus, mais quand même ouvrir puis déposer des comptes dans un CELIAP, un peu comme dans un CELI, en fait. Un CELI n'est pas lié au revenu. Et il y a quand même des maximums de cotisation, par contre. Oui, exactement. On a un maximum de cotisation à vie de 40 000 à l'intérieur d'un CELIAP. Évidemment, le compte peut être plus gros avec les revenus d'intérêt. Ce n'est pas un maximum de 40 000, c'est juste qu'on a un maximum de cotisation de 40 000 qu'on peut faire à l'intérieur du compte. Puis les revenus d'intérêt, comme dans les CELI ou les REER, les revenus d'intérêt annuels ne sont pas imposables. Ce n'est pas compté comme un revenu imposable. Fait qu'il est là l'avantage. Fait que, dans le fond, à chaque année, les intérêts sont de plus en plus gros parce qu'on n'a pas d'impôt à payer sur ces intérêts-là à chaque année. Et puis, un peu comme un REER, quand on fait un RAP dans un REER, dans le fond, quand on retire les sous pour un RAP, un REER, les sous qu'on retire sont non imposables. Ça va être le même cas pour le CELIAP. Le petit avantage, c'est que quand on utilise un RAP avec les REER, c'est non imposable à condition qu'on le rembourse dans les 15 prochaines années. Effectivement. Mais CELIAP, par exemple, il n'y a aucune obligation de remboursement. Même qu'en fait, c'est impossible parce qu'on a le droit d'ouvrir et d'utiliser le CELIAP une fois seulement dans notre vie. Donc, un coup qu'on a décaissé notre CELIAP pour faire l'achat d'une première maison, on ne peut pas en réouvrir un autre. Donc, il n'y a pas la contrainte d'avoir à rembourser ces REER comme on l'a dans les REER, en fait. Mais on ne peut pas l'avoir à vie, par contre. Il y a quand même une limite à ce qu'on peut faire d'intérêt, j'imagine. Il faut acheter une maison dans un certain laps de temps. Oui, c'est ça. Il n'y a pas une limite d'intérêt qu'on peut gagner à l'intérieur du CELIAP, mais il y a effectivement une limite de temps. Dans le fond, à partir de la journée qu'on a ouvert le compte CELIAP, on aurait 15 ans qu'on pourrait le garder ouvert puis continuer à faire des cotisations à l'intérieur avant d'acheter notre première maison. Après les 15 ans,
ben là, il va falloir fermer le compte CELIAP, en tout cas, du moins selon ce qui est proposé en ce moment. Là. Sans quoi, comme je disais, il va falloir les retirer si on n'a pas fait l'achat de la première maison. Est-ce qu'on peut les transférer, ces fonds-là? Le CELIAP serait transférable autant à l'intérieur pour rentrer que pour sortir. Donc, on pourrait utiliser de l'argent parce qu'un autre point important, on ne peut pas faire un RAP derrière et un CELIAP en même temps. On ne peut pas faire les deux, c'est un ou l'autre. Cependant, il est possible de retirer, pas retirer, mais transférer de l'argent d'un REER au CELIAP, puis après ça, faire notre mise de fonds. Et puis, comme l'inverse est vrai aussi, donc après 15 ans ou pour peu importe quelle raison, le plan n'a pas fonctionné et on n'a pas acheté notre première maison, on peut prendre les fonds du CELIAP et les déposer dans le REER des clients, des gens. Puis, toujours, ça reste toujours non imposable. Parce qu'on le transfère dans un REER. Puis, c'est important de mentionner aussi que le transfert du CELIAP dans le REER, ça ne viendra pas affecter les cotisations REER auxquelles on a droit. Donc, c'est les gens qui sont proches du maximum qui peuvent cotiser dans le REER, qui n'ont plus de plafond de cotisation, qui sont proches de leur plafond de cotisation, eh bien, ça ne viendra pas affecter ça. Ça devient drôlement intéressant. Mais un peu comme le RAP, il ne faut pas avoir été propriétaire d'une maison dans les 5 dernières années pour ouvrir son compte. C'est bien ça. Exactement. Tu as tout à fait raison. Je pense qu'en quelques minutes, on vient de faire le tour là, du CELIAP assez rapidement. Comme je disais, un rappel important, ce n'est pas en vigueur, c'est pour 2023, puis ça peut changer, mais en gros, on ressemble à ça. Pour en savoir plus, les gens peuvent rentrer en contact avec leur conseiller financier ou ils peuvent aussi s'inscrire à mon infolette là, mensuelle dont l'adresse courriel est au bas de l'écran. Bien, merci beaucoup Marc-André et merci à tous d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine.